Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'actualité est aujourd'hui à l'Assemblée nationale où le président de la 5e législature sera élu dans l'après-midi. Elle est aussi dans la rue où les lycéens se retrouvent une fois de plus cet après-midi pour protester contre la loi Debré sur les sursis. Aux usines Renault, le conflit des OS se poursuit. Ce matin, le syndicat CGT tenait une conférence de presse pour expliquer la situation des ouvriers spécialisés de la régie Renault. Vietnam, le président Thieu est arrivé à Los Angeles. Il doit s'entretenir avec le président Nixon. Sur place, le gouvernement de Saigon décide de bouder les séances de la commission militaire bipartite pour protester contre les attaques du Nord-Vietnam. Deux faits divers d'importance. Un nouveau laboratoire de drogue découvert dans les Bouches-du-Rhône, tandis qu'une fusillade fait à Marseille 4 victimes, des gens de ce que l'on appelle le milieu. À Londres, ou plus exactement dans la banlieue, à Twickenham, ce n'est pas le hold-up du siècle, mais presque 600 000 livres sterling, près de 7 millions de nos francs, dérobés dans le bureau de poste. À 16 h donc cet après-midi, M. Virgile Barrel, 84 ans, député communiste des Alpes-Maritimes, élu pour la première fois en 1936, déclarera ouverte la 5e législature de la 5e République. Il invitera les 6 plus jeunes députés à exercer à ses côtés les fonctions de secrétaire. Et puis, après le discours du doyen, les députés éliront leur président pour 5 ans. Pour la gauche, un candidat, M. Pierre Mauroy. Pour la majorité, on s'en doutait, c'est M. Edgar Faure qui ce matin a fait l'unanimité. Sur place, Alain Fernbach. Oui, vous le disiez, Jean-François Robinet, le lever de rideau de cette 5e législature dans 3 heures à 16 h. Et maintenant, les coulisses, c'est terminé. En effet, ce matin, il y avait encore du suspense. Pourtant, le groupe UDR était réuni pour choisir son candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. M. Edgar Faure a été largement désigné, mais jusqu'au bout, le suspense a été assez long. En effet, M. Le Douarec et M. Peretti, candidats également contre l'avis du Premier ministre présent à cette réunion, contre l'avis du secrétaire général de l'UDR, M. Perfit, ont demandé un vote à bulletin secret. On connaît le résultat. Sur 173 votants, M. Edgar Faure a obtenu 143 voix, donc il sera le candidat de la majorité face à M. Mauroy, qui lui sera le candidat de la gauche. Les réformateurs appuyant également la candidature de M. Edgar Faure, on peut penser que M. Edgar Faure sera élu assez facilement en début de séance, et même au premier tour, car vous le savez, au premier tour, c'est la majorité absolue, au deuxième tour aussi, au troisième tour, la majorité relative, mais cet après-midi, il n'y aura sans doute qu'un seul tour, un tour qui portera à la présidence de cette Assemblée nationale, M. Edgar Faure. Les autres groupes étaient également réunis ce matin, ainsi le Parti socialiste a désigné M. Gaston Defferre comme président du groupe. Les communistes, la semaine dernière, avaient désigné, vous le savez, M. Ballanger. L'UDR avait désigné M. Roger Frey. Et tout à l'heure aussi, les réformateurs se sont réunis pour confirmer M. Durafour dans le rôle de président de ce groupe. Il y a encore un groupe pourtant qui siège en ce moment, c'est le CDP. Le CDP, on vient de nous dire, aurait 30 députés, le 30e député étant M. Sudreau, ancien ministre, le député maire de Bois, mais nous attendons confirmation. En tout cas, à l'Assemblée nationale maintenant, tout est prêt. On attend à 16 h, comme vous l'avez dit, l'entrée de M. Virgile Barrel, le doyen d'âge, entouré des 6 benjamins de l'Assemblée nationale. Aussitôt après, l'élection du président qui sera sans doute M. Edgar Faure. En tout cas, il est favori. Voilà pour l'essentiel. Maintenant, on n'attend qu'une seule chose ici à l'Assemblée nationale. Les députés sont partis. On attend 16 h, le lever de rideau de cette 5e législature. À vous, Jean-François Robinet. Et puis pour cette semaine, on attend bien sûr la formation du nouveau gouvernement. On pourrait la connaître jeudi. Pendant que les députés seront en séance, les lycéens seront une nouvelle fois dans la rue pour protester contre la loi Debré sur les sursis et aussi contre le diplôme d'enseignement universitaire général. La manifestation, cette fois, n'est pas interdite, mais la police veillera et interviendra si l'itinéraire prévu n'est pas respecté. Le défilé doit se rendre de la gare de l'Est à la Nation, puis en Sorbonne se tiendra une assemblée générale. À noter que 200 enseignants représentant 11 universités parisiennes se sont prononcés pour la participation des professeurs au mouvement de grève et à la manifestation. À cette manifestation seront également présents des parents d'élèves. Ce matin, des lycéens devaient manifester dans les gares au départ du premier contingent de la loi Debré. On ne signale qu'un incident à Aix-en-Provence où un autorail est resté bloqué pendant un quart d'heure. Et puis pour d'autres raisons, il y a eu de nouveaux heurts ce matin à la réouverture du centre Assas à Paris, des heurts entre militants d'extrême droite et d'extrême gauche.
Je vous rappelle aussi que demain soir, 24 heures sur la Une organise de 20h30 à 22h une large confrontation entre, d'une part, M. Joseph Fontanet, le ministre de l'Éducation nationale, et d'autre part, les représentants des lycéens, des étudiants et des parents. De ce fait, le programme des soirées du mardi 3 et du mercredi 4 sera modifié. Je vous en dirai plus à ce sujet à la fin de ce journal. À la Régie Renault, le conflit se poursuit. Ce matin, le syndicat CGT tenait à Boulogne une conférence de presse. Son responsable a rappelé les revendications essentielles des ouvriers des presses qui sont en grève depuis maintenant 13 jours. Il a aussi contesté le montant des salaires donnés par la direction la semaine dernière. Extravagance qui a été portée à la connaissance de l'opinion publique. Et je vous fais la démonstration suivante. Vous prenant un OS qui travaille aux presses et qui est en classe 8, ayant dans l'entreprise une ancienneté de 4 ans, qui est donc mensuel. Il touche donc pour sa base 40 heures un salaire de 1439 francs 21. S'il ajoute une prime d'équipe, parce qu'il fait les 2,8 de 65 francs, il a 110 francs d'heures supplémentaires qui correspond à la différence entre les 40 heures de base et les 43h10 qu'il effectue réellement. Il touche une prime de transport de 23 francs et il touche une prime d'ancienneté de 42 francs pour ses 4 ans. Ceci lui donne un salaire brut de 1679 francs. Si l'on considère qu'il a de retenue à différents titres de sécurité sociale, retraite complémentaire, 190 francs, il touche net un salaire de 1489 francs 21. Nous le voyons, nous sommes loin des chiffres qui ont été avancés. Il touche dans l'année différentes primes qui lui sont versées trimestriellement, dont une grande partie est soumise à restriction, des primes qui peuvent atteindre une valeur de 10% du salaire annuel. C'est ça. Et alors la classe 8, c'est une classe moyenne. Il y en a qui gagnent plus, il y en a qui gagnent moins. Oui. Bon, alors maintenant, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Par exemple, sur quoi peuvent déboucher les conversations que vous allez avoir avec la direction? Bien écoutez, nous avons rappelé fermement ce matin qu'il fallait discuter en deux phases. D'abord régler le problème des presses, de l'insatisfaction et de leurs revendications, qui est largement justifié. Et en plus, en fait, ces 400 travailleurs, par leur mouvement, amènent l'aspiration de millions d'OS dans notre pays. Et en ce qui nous concerne, des 60 000 OS de la régie, il faut absolument, ce que nous avons dit depuis le début, discuter des conditions de travail, des classifications et des rémunérations des OS. Et nous avons des propositions précises que nous appelons un avenant OS. Et il nous faut engager sur ce sujet des discussions rapides. Sur le plan politique, il faut encore noter une élection municipale complémentaire à Lille. Madame Demey, Parti socialiste, a été élue. Et ce qui est intéressant, c'est que le conseil municipal va maintenant pouvoir élire son maire après la démission de M. Augustin Laurent, ancien ministre. On pense maintenant que M. Pierre Mauroy, secrétaire national du Parti socialiste, sera élu dimanche prochain. Premier adjoint, il fait d'ailleurs déjà les fonctions de maire. Il a d'ailleurs actuellement les fonctions de maire. Cet après-midi aura lieu la première reconstitution des circonstances de l'incendie du CES Pailleron. Le juge Sablérol sera sur place avec les avocats des familles des victimes et les experts. Jusqu'à présent, seul le juge d'instruction, les enquêteurs et les experts avaient pu pénétrer dans les décombres. Il s'agit maintenant, pour les parties civiles et leurs conseils, de se rendre compte de la qualité de la construction et des ravages de l'incendie, cela afin de présenter des observations comme le prévoit le Code de procédure pénale. Le cardinal Lefebvre, ancien archevêque de Bourges, est mort ce matin. Il avait 81 ans. Le cardinal Joseph Lefebvre avait demandé dès 1969 à être relevé de ses fonctions en raison de son âge. Il était officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 14-18, et en juin 1940, il avait contribué à sauver la ville de Troyes de la destruction, la ville de Troyes qui était alors investie par l'ennemi. Il s'est passé beaucoup de choses à Marseille depuis vendredi soir. Il y a d'abord eu cette fusillade qui a fait 4 morts, un règlement de compte dans le bar Le Tanagra. Et puis hier, on apprenait que les policiers avaient découvert un nouveau laboratoire de drogue dans les Bouches-du-Rhône. Voici un reportage de notre station de Marseille. Un garage, tout ce qu'il y a de plus anonyme, dans un petit immeuble de 3 étages. À l'intérieur, quelques 800 kilos de produits divers, servant notamment à la transformation de la morphine base en héroïne. C'est l'endroit de dépôt choisi par les 2 trafiquants, les 2 chimistes pourrait-on dire, arrêtés vendredi par la brigade des stupéfiants de Marseille. Christian Simon-Pierry, neveu du trop célèbre Ange Simon-Pierry, ainsi que Joe Fabiano, ont été surpris par les policiers en plein déménagement.
Plus loin, dans un autre quartier, une villa paisible baptisée Clotilde, un petit pavillon isolé à l'abri des regards, c'est le lieu de résidence du couple Simon-Pierry, c'est aussi et surtout le laboratoire de la bande. On y effectuait toutes les opérations de transformation de la drogue, un matériel classique et rudimentaire. Les deux hommes n'étaient sans doute pas très tranquilles ces jours derniers. Ils avaient décidé, mais trop tard, d'évacuer les lieux. Paisible, tranquille et anodin, ce sont les termes qui reviennent toujours dans ce genre d'affaires. Vous êtes les voisins les plus proches des Simon-Pierry. Ah oui. Est-ce que vous aviez noté dans cette maison, donc, qui est contiguë à la vôtre, des choses anormales? Jamais. Jamais. Ce sont vos voisins depuis 2 ans. Ce sont environ depuis 2 ans et de très braves gens. Alors, dans cette maison habitait un couple Un couple, oui. que vous connaissiez. Oui. Ils étaient comment? Ils vivaient comment? Lui travaillait, d'après ce qu'il m'a dit, sur les quais en qualité de pointeur. Sa femme travaillait comme standardiste dans une clinique. Et puis après, elle prenait des cours d'élève infirmière. Ok, pour être infirmière. Vous êtes rentré vous-même dans cette maison à plusieurs reprises. Si, pour trinquer un coup, une canette de bière, vous voyez. Et vous êtes rentré à l'intérieur de la maison? Dans la cuisine, soit dans la cuisine ou sur la terrasse, pas plus. Je suis jamais Et entré dans les chambres. Rien n'a jamais frappé votre attention? Vous Non. n'avez rien noté d'anormal? Non. Après l'attaque du train postal Glasgow-Londres, le hold-up qui s'est déroulé hier à Twickenham arrive en seconde position. 600 000 livres sterling ont disparu du bureau de poste dans la nuit de samedi à dimanche. Les cambrioleurs ont fait sauter un coffre à l'aide d'explosifs, mais ils n'ont pas eu le temps de s'attaquer au second, probablement aussi bien rempli. 600 000 livres, cela fait près de 7 millions de nos francs. Le premier soleil de printemps a déjà fait place à la pluie dans presque toute la France, mais en Italie, en particulier dans le sud, la situation est grave. Le mauvais temps a déjà provoqué la mort de 2 personnes, fait des centaines de sans-abri et de vastes étendues de terrain sont envahies par les eaux. Dans l'Est algérien, les inondations ont fait la semaine dernière 21 morts, des dizaines de blessés, des milliers de sans-abri et provoqué la perte d'au moins 11 000 animaux. 4 hommes viennent de passer 15 jours dans un caisson pressurisé et à une profondeur fictive de moins 300 mètres. C'est une expérience organisée au laboratoire de la COMEX à Marseille. Voici des images de cette expérience intéressante. Quelques petits problèmes au cours de la remontée. Quelques petites bulles se sont localisées au genou de nos plongeurs et qui nous ont obligés à ralentir légèrement la remontée et à agir médicalement. Quel a été votre rôle en tant que docteur médecin pendant cette remontée? J'ai été obligé de placer quelques perfusions, mais en fait, toute la thérapeutique a été dirigée de l'extérieur. Nous sommes maintenant à moins de 30 cm. Vous sortirez de ce caisson dans très exactement 15 minutes. Tout se passe très bien? Tout se passe très bien. On attend la sortie avec impatience. Pour ces 4 plongeurs, 27 jours d'isolement complet en caisson étanche, 15 jours de plongée fictive à moins de 300 mètres de profondeur, une série de tests tant sur le plan physiologique que sur le plan matériel, tel était le programme de Sagittaire 3. Toujours plus profond, toujours plus longtemps, c'est la devise de cette équipe de la COMEX. Il s'agit pour ces hommes de mettre au point le matériel et les hommes capables d'effectuer en mer du Nord l'exploitation des gisements pétrolifères. Mais au-delà de cet aspect technique, c'est une performance que viennent de réaliser ces 4 plongeurs. Bien que séparés du reste du monde par quelques centimètres d'acier seulement, leur isolement était cependant complet. Nous venons maintenant au sport. À Tarare s'est couru hier un grand prix motocycliste comptant pour le championnat du monde, Bernard Gollet. Oui, effectivement, il y a un grand prix motocycliste, surtout en matière de motocross. C'est assez spectaculaire et assez éprouvant et pour les machines et pour les hommes, vous allez le voir. Cela représente, pour vous en donner une idée, 2400 secondes de course et près de 5000 secousses pour les hommes et pour les machines. Ces machines, comme vous le voyez, sont très bien préparées pour ce genre d'épreuve, notamment en ce qui concerne les sidecars. Pistes chaotiques, poussières, qui ont donné à ce Grand Prix une bonne surprise, la première victoire d'un Hollandais, Volsink, dentiste et 4e au championnat du monde de l'an dernier. Quant au Belge De Coster, déjà 2 fois champion du monde, favori donc, a dû abandonner avant la fin de la 2e manche. Et les Français, me direz-vous, eh bien Daniel Péan, qui avait pris un bon départ, a été retardé sur ennui mécanique au cours de la course. Et quant à Jean-Claude Novak, il fut le meilleur Français en prenant la 12e place. On peut dire que les Français ne sont pas mauvais,
mais il leur faut peut-être s'habituer au rythme infernal d'un Grand Prix comptant pour le championnat du monde. Un chiffre me parvient auquel nous sommes malheureusement habitués chaque lundi, c'est le nombre des morts sur la route, mais ce chiffre est quand même important. 63 morts, 626 blessés durant ce week-end, 63 morts contre 54 le week-end précédent. Je vous le disais tout à l'heure, les programmes de mardi et mercredi sur notre chaîne seront modifiés en soirée, cela en raison du débat organisé demain soir et qui mettra en présence le ministre de l'Éducation nationale à des représentants des lycéens, des étudiants et des parents. En conséquence, le grand spectacle Tino Rossi pour toujours, vu par Jean-Christophe Averti, sera diffusé mercredi à 20h30. Il sera suivi de Pourquoi pas la vocation, consacré au métier de médecin. Enfin, le magazine 73, dont la diffusion était prévue mercredi à 20h30, est reportée à une date prochaine. Parlons maintenant théâtre, à propos d'une pièce intitulée Le Tourniquet et écrite par Victor Lanoux, une pièce qui rencontre un grand succès au théâtre Rive Gauche. En voici un extrait. Voilà, tu vois que tu peux y arriver. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu te concentres. Comment ça? Tu essaies de faire le vide en toi. Le vide en moi, ça veut dire quoi? Bon, d'accord, j'ai compris, tu peux passer directement à la phase suivante. Bon, c'est le choc de deux personnages, deux personnalités. Théâtralement, ils sont placés dans un lieu clos, un huis clos, comme ça. Et bon, ils n'ont plus rien à manger. Il y en a un qui essaie d'aider l'autre à supporter sa souffrance. Si tu es de mauvaise foi, c'est même pas la peine de discuter, hein. Moi, je fais tout pour t'aider. Non, tu fais pas tout, parce qu'il y a une chose que tu pourrais faire et tu fais pas. Oui, je sais. Partager mes gâteaux. Ouais, c'est pas juste que moi j'en ai pas et qu'il y en a et que toi qu'en ai. C'est pas juste que moi qui crève et que toi qui bouffe. Non, mais c'est la vie, ça, mon vieux. Comment c'est la vie? Ah ben c'est la meilleure, ça, celle-là. Mais bien entendu, c'est la vie. Dans la vie, il y a toujours eu des gens qui avaient des gâteaux et d'autres qui n'en avaient pas. Bon, bah, c'est la fatalité. De désespoir en désespoir, il arrive à se révolter. Il fait sa révolution. Alors l'autre récupère la révolution et lui dit, ben, je vais t'expliquer ce que c'est. Et là, ils arrivent à une espèce de socialisme formidable, intégral, un peu surréaliste. Donc tu as bien compris, plus de toi, plus de moi, plus de j'aime. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais non, nous avons. Ah oui, nous avons compris. Bon, je vais éteindre le feu sous mes semelles. Non, nous allons. Ah oui, nous allons éteindre notre feu sous nos semelles. Voilà. Pourquoi elles sont cuites? Non, mais nous avons tes gâteaux. Ah, non, pardon, nos gâteaux. Eh ben oui, puisqu'on n'est plus nous, que je suis plus moi et que t'es plus toi, qu'on ne dit plus moi c'est moi et toi t'es toi, qu'on ne dit plus mon pantalon mais notre pantalon, qu'on ne dit plus je mets mes chaussettes mais on met mes chaussettes. Tu ne dois plus dire tu manges tes gâteaux mais on mange nos gâteaux, non? Non, attention, dis, il y a quand même des nuances. Ouais, ça m'aurait étonné. Ben non, bien sûr, on est nous. Bien sûr, on dit nous. Je veux dire qu'on est solidaire dans notre action, dans l'action de l'autre, mais on ne peut pas vivre avec les mêmes, avec les mêmes réflexes. On est quand même différents au départ. Je vois des gens autour de moi, surtout dans ce milieu, un peu trop, à mon avis, sophistiqués, un peu trop enclins à se saisir des aspirations profondes, des mouvements, des masses, quelles qu'elles soient, et je dénonce un peu ça, quoi. Je m'insurge un peu contre ça. Étant issu moi-même d'un milieu très simple, prolétaire, quand même, au départ, petit à petit, en évoluant, je me suis aperçu que j'arrivais à devenir peut-être... j'avais tendance un peu à intellectualiser un peu les choses et à m'éloigner des vérités premières. Alors c'est aussi une réaction contre moi-même. On a deux mamans? Ben oui, la nôtre et la nôtre. Oui, mais nous on en a connu qu'une seule, la nôtre. Comment elle était l'autre nôtre, ta nôtre à nous? Le Tourniquet au théâtre Rive Gauche. Aujourd'hui lundi, Maurice Bouzek s'adresse dans notre magazine aux femmes. Il a constaté que beaucoup d'entre elles se plaignaient de se réveiller fatiguées le matin. Tension nerveuse, vie agitée, soucis, transport pour se rendre au travail, autant de raisons qui ont quelquefois, paraît-il, des remèdes. Jugeons-en. Voici le magazine de Maurice Bouzek.
Au changement de saison, les Françaises sont fatiguées. Quels sont les moyens efficaces de combattre le coup de pompe de la fin de l'hiver? C'est ce que nous montre l'enquête d'André Fay et de Jean Bedel. Qu'est-ce que vous faites quand vous sentez le coup de pompe de la fin de l'hiver? J'essaie de ne penser à rien déjà, de faire le vide. Je me couche. Faire de la gymnastique le matin. Contre la fatigue, il faut travailler. La très très bonne alimentation. Alimentation saine, orange, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, surtout pas de viande, qui est absolument pourri, dégueulasse. Pas de charcuterie, pas de pain blanc. Du pain biologique, des céréales. J'écoute du free jazz en général. Du free jazz. Enfin, je m'allonge sur un lit, j'écoute du free jazz. Ça a tendance à me relaxer pas mal. Je vois des femmes fatiguées, puis je vois aussi des hommes fatigués. Ce n'est pas mon côté féministe qui me fait dire ça, mais enfin, il faut tout de même en tenir compte. Il faut distinguer deux choses. La fatigue à point de départ physique, c'est le sportif qui fait un petit peu trop de sport, c'est le trop plein de travail, le manque de récupération, le manque de sommeil. Et puis il y a aussi ces femmes ou ces hommes qui ont des problèmes affectifs, c'est-à-dire qu'en même temps ils peuvent travailler, avoir tous leurs problèmes personnels, et puis ils sentent en même temps que ou bien leur mariage est un fiasco, ou bien ils ont des désordres affectifs qui font qu'en même temps leur sommeil est troublé, sur le plan psychologique ils se sentent extrêmement fragilisés en quelque sorte. Les conditions de vie sont actuellement tellement éprouvantes pour le système nerveux qu'un très grand nombre de nos contemporains sont extrêmement fatigués. Je dois dire d'ailleurs que de toutes les pollutions, la fatigue nerveuse est peut-être la pollution la plus grave, car la fatigue peut donner ensuite des dérèglements divers, des dérèglements endocriniens, des dérèglements gastriques, des dérèglements intestinaux. Enfin, c'est un phénomène dont il faut absolument s'occuper et qu'il faut soigner. Il y a des remèdes de bonne femme, évidemment. Moi, je sais que maman, quand elle était petite, on lui faisait un truc extraordinaire, mais on lui faisait prendre du fer. Alors, pour ça, on remplissait une bouteille d'eau, on mettait dedans des clous, bonne poignée de clous, on attendait que la situation rouille. Et quand c'était bien rouillé, l'eau était toute noire, toute brunâtre, alors elle buvait 1 verre par jour de la décoction, alors après une forme olympique. Alors, comment soigner la fatigue et quelle est la valeur des différents remèdes ou des différents trucs utilisés par les personnes fatiguées? J'étais élevée à la campagne et quand j'étais petite, au printemps, en fin d'hiver, tout le monde prenait une purge, les vieux, les jeunes. Alors pendant les jours, ils avaient une colique épouvantable, mais après, qu'est-ce qu'ils se sentaient frais, ça faisait passer les petits boutons, enfin les gens étaient très contents. Il en est certains qui sont tout à fait anodins, qui ne peuvent pas faire de mal, comme les différents bains, les exercices physiques de détente, différents régimes alimentaires un peu curieux, mais enfin qui sont inoffensifs. Il y a d'autres habitudes qui sont au contraire dangereuses. Par exemple, la prise d'amphétamine est à coup sûr dangereuse parce que ces excitants peuvent devenir nécessaires, obligatoires, et un état de dépendance, de toxicomanie se fait à l'égard des amphétamines. Quant aux vitamines diverses qui sont parfois utilisées, vitamine C, vitamine B12, elles ne font pas grand-chose, sauf dans les premiers jours, parce que très vite l'organisme est saturé et l'on élimine dans les urines autant de vitamines qu'on prend par la bouche. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je dors, mais il faut savoir limiter ses heures de sommeil, parce que plus on dort, plus on est fatigué. Les cures de repos et d'isolement sont excellentes. Au contraire, essayer d'imposer par des barbituriques ou toute autre forme de médication des cures de sommeil continu, 24 heures sur 24, c'est une technique qui est presque abandonnée parce qu'elle est extrêmement fatigante, pour le foie en particulier. Et par ailleurs, il faut arriver à trouver un sommeil naturel et pas un sommeil imposé. Qu'est-ce que vous venez chercher ici, madame? Eh bien, je viens chercher la détente, le repos et avant tout faire le vide en moi. Vous êtes fatiguée? Je suis fatiguée, oui, très souvent et très longtemps je reste fatiguée. Et je viens faire le vide, je viens ne penser à rien, ne pas être dérangée par quoi que ce soit, un coup de sonnette, un coup de téléphone. Vous connaissez les causes de votre fatigue? Oui, le manque de sommeil. Pour moi, relaxation est synonyme de détente, de changement d'activité, de vie pendant un certain temps.
On oublie tous les soucis qu'on peut avoir. On n'a plus présent à l'esprit des bêtises que les enfants ont pu faire ou des soucis qu'on peut avoir à la maison, et c'est très, très agréable. Vous vous sentez bien, madame? Oh oui, très bien. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Je viens chercher une nouvelle peau, je crois que c'est ce qui se dit presque toujours, et c'est vrai, c'est très vrai. Quand on est fatigué, c'est très agréable de se sentir, je vais dire, très propre, jusqu'au fond des cellules. Je suis venue par mon médecin généraliste, que j'ai vu il y a à peu près 2 mois, parce que j'étais très fatiguée, et je ne dormais plus surtout. J'étais devenue insomniaque presque. Je dormais 2-3 heures par nuit. Et je suis allée le voir, pensant que j'avais une baisse de tension, comme ça m'arrivait, ou que les quelques problèmes quotidiens prenaient trop d'importance. Et il m'a donné cette adresse pour que je fasse massage et relaxation. En dehors alors de la relaxation, qui est une première façon d'aider ces gens qui ont tous ces problèmes, cette deuxième catégorie de gens fatigués, nous avons la possibilité de pratiquer l'hypnose. Enfin, moi personnellement, je l'utilise, et il est évident que par l'hypnose, nous avons à ce moment-là une action plus rapide, une action immédiate. La personne sort, elle est totalement détendue, le soir elle dormira, ses soucis seront momentanément écartés, je ne les supprime pas malheureusement complètement, je ne peux même pas les résoudre, mais pendant un temps, cette personne sera sortie de cette espèce d'enfer qu'elle vit, ce qui est quand même extrêmement important. Je prends votre bras droit, qui devient raide, 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 de plus en plus raide. Plus il devient raide, plus vous enfoncez dans le sommeil. Raide comme une barre de fer impossible à plier, impossible à plier. J'essaie de le plier, je ne peux pas. Vous essayez de le plier, vous ne pouvez pas. Et à mesure vous enfoncez dans le sommeil, de plus en plus, il reste ainsi, raide et insensible, raide, raide, raide et sans fatigue, raide et sans fatigue, raide et sans fatigue, raide, de plus en plus raide. Et vous enfoncez dans le sommeil, de plus en plus raide. Je prends votre bras gauche, raide, 2 barres de fer, impossible à plier, 2 barres de fer, impossible à plier. Et vous descendez encore dans ce sommeil. Vous vous sentez bien. Vous êtes sur votre plage. Il fait merveilleusement beau. Vous êtes heureuse. Vous vous reposez pleinement. En acupuncture, on aborde le problème de la fatigue un peu différemment. L'homme est fait essentiellement d'énergie. Symboliquement, cette énergie est de nature double. C'est-à-dire qu'elle est positive et négative. C'est ce que les Chinois appellent le yin et le yang. Et ils considèrent que la santé est due à un équilibre total entre le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il doit y avoir autant d'énergie positive que négative. Et toute maladie étant due à une rupture d'équilibre entre ces 2 énergies. Comment agir sur cette fatigue? Eh bien, par les ponctures. Cette énergie se promène sur le corps dans des petits canaux qu'on appelle les méridiens. Ces canaux ont des points de commande qui sont justement les points d'acupuncture et qui sont l'équivalent d'écluses. Il suffit de les piquer pour agir sur l'énergie. Et ainsi, vous rétablissez votre équilibre. Il y a un traitement préventif de la fatigue, c'est la relaxation médicale. Quand je parle de relaxation médicale, je veux parler de quelque chose de foncièrement différent de ce qui est relaxation, oxygénothérapie des instituts de beauté. Ces méthodes-là sont très bonnes pour les gens qui n'ont rien ou qui sont à peine fatigués, mais pour les gens qui ont une vraie fatigue ou une fatigue en train de devenir gravement névrotigène, alors il faut une relaxation médicale, c'est-à-dire une méthode qui est pratiquée par des médecins ou par des psychothérapeutes, qui demande à celui qui va le pratiquer un gros effort de concentration. Toutes les méthodes cherchent à obtenir la détente nerveuse par l'obtention de la décontraction musculaire. Lorsque les malades fatigués ont atteint un certain degré d'entraînement, lorsqu'elles arrivent à acquérir la décontraction immédiate en position assise, nous introduisons une série de mouvements. Ces mouvements faciles, harmonieux, sont des mouvements en souplesse qui sont destinés à leur apprendre à dissocier leur tension et à économiser
leurs dépenses d'énergie. Elles arrivent ainsi à introduire la décontraction dans le mouvement, dans la vie courante. Ici, il s'agit d'un mouvement d'enroulement et de déroulement de la colonne vertébrale. Nous voyons fréquemment des femmes fatiguées en fin d'hiver, à l'approche du printemps. Il est très intéressant pour nous de les revoir l'année suivante à la même époque, car elles constatent très fréquemment qu'elles n'ont pas eu cette fatigue l'année suivante et qu'elles ont beaucoup mieux dominé les fatigues de l'hiver. Une association vient de se créer qui groupe à la fois des médecins et des non-médecins, qui groupe des gens qui ont en commun le sentiment que le problème numéro 1 de notre époque, c'est l'étude des conditions de vie. C'est de voir pourquoi les conditions de vie sont si mauvaises pour la santé et comment il faut modifier les conditions de vie pour finalement modifier la santé. Docteur, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes fatigué? J'essaie de prendre un week-end, j'essaie de partir, je prends le train, je me couche très tard en sortant, en allant voir un film et en soupant après, et je me sens plus reposé le lendemain. Une information à l'instant, Alain Fernbach nous laissait entendre tout à l'heure, mais ce n'était pas certain que les centristes de la majorité formaient un groupe parlementaire. Eh bien, cela est fait. Ce groupe portera le nom d'Union centriste. 30 députés, dont M. Pierre Sudreau, ancien ministre, ont adhéré au groupe, et M. Eugène Claudius Petit a été nommé pour 2 jours président de ce groupe. D'autre part, M. Pompidou désignera certainement dans les heures qui viennent officiellement M. Pierre Messmer comme Premier ministre. Cette nomination pourrait paraître demain au journal officiel. Et maintenant, nous rejoignons Michel Tardieu à la Bourse de Paris. Oui, bien, je ne sais pas si ce sont les fatigues de l'hiver, mais la Bourse de Paris est plus hésitante. Déjà vendredi, on s'était rendu compte qu'il y avait un petit ralentissement dans le mouvement. Bien, aujourd'hui, le marché est un petit peu irrégulier. Mais les transactions restent satisfaisantes et il y a encore des hausses. Elles sont simplement plus sélectives. Je crois que nous avons peu de temps, alors nous allons tout de suite regarder les cours ensemble, si vous le voulez bien. De toute façon, même si la bourse accorde un petit peu de répit, elle a bien travaillé pendant le premier trimestre, puisque finalement, la place de Paris est celle qui a fait les plus belles performances pendant ce premier trimestre. L'agence économique et financière qui publie justement des statistiques sur le premier trimestre montre bien que Paris vient avant l'Allemagne, avant Tokyo, avant la Suisse, avant New York et avant Londres qui est en lanterne rouge. L'Allemagne a fait à peu près 5% de hausse depuis le début de l'année, alors que Paris a fait quelque chose de l'ordre de 17%. Et parmi les valeurs françaises, les valeurs qui ont le plus monté, c'est le matériel électrique suivi de l'alimentation. Vous avez vu à l'instant les cours de la Banque de Paris, de la financière de Paris et des Pays-Bas. Bien évidemment, on parle beaucoup en bourse de l'accord qui vient d'intervenir, au terme duquel Paribas va contrôler environ 20% de la compagnie bancaire à la suite de la cession des parts qui appartenaient au Suez, en tout cas au groupe du Suez par l'intermédiaire de l'Indochine, et à la Société Générale de Belgique. Tout le monde voit dans cette opération un renforcement bien sûr de l'influence de Paribas sur la compagnie bancaire, un renforcement de la place de Paribas dans le domaine du prêt à l'habitation, à l'acquisition d'habitation, et puis aussi une des conséquences du traité de paix entre Suez et Paribas, puisque Suez accepte ainsi de permettre à Paribas de se renforcer dans un domaine où Suez a aussi des activités. À souligner d'autre part que l'Air Liquide a annoncé, vous avez vu que l'Air Liquide montait assez sensiblement aujourd'hui la bourse, a annoncé la distribution d'une action gratuite pour 4 et une augmentation de son dividende de l'ordre de 11%. Parmi les compagnies pétrolières, il n'y avait pas de mouvement très significatif, il y avait même plutôt une certaine faiblesse pour quelques pétrolières. On annonce à New York qu'un certain nombre de compagnies pétrolières précisément viennent d'augmenter leur prix d'achat du pétrole brut et que d'autres avaient limité les livraisons d'essence qu'elles faisaient aux détaillants, donc toujours cette crise de l'énergie qui continue. Sur le marché de l'or, vous le voyez, on est plutôt en hausse, le lingot gagne du terrain et les pièces, la plupart des pièces, elles aussi, au deuxième cours en tout cas, gagnent un petit peu de terrain. Le Pinet à 225,90 contre 224 hier continue de fort bien se tenir. Ici la Bourse de Paris, à vous Jean-François Robinet. Eh bien, il me reste à vous souhaiter un bon après-midi. Prochain rendez-vous à 19h45.